Oui, alors la question effectivement que je vais aborder va être effectivement travail et transition écologique, donc dans des secteurs qui ne sont pas ceux de l'agriculture. Juste une petite précision, nous effectivement à l'ANACT, on intervient principalement, très ponctuellement dans l'agriculture et principalement dans des secteurs autres. Euh, Là j'ai choisi des exemples. Très clairement, on n'a pas encore tant que ça de demandes et d'occasions d'intervenir en fait sur les questions de transition écologique et travail, parce que transition écologique c'est quelque chose un peu nouveau et faire le lien avec le travail c'est encore plus difficile. Enfin, ça c'est pas si simple. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais le lien avec le travail est pas si souvent fait en fait. Euh, alors, voilà, justement. Pourquoi le sujet du bâtiment et si on a le temps de la restauration collective? Parce qu'en fait, peu d'acteurs d'économie s'engagent spontanément dans les transformations à hauteur des enjeux écologiques. Euh, donc nous, ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'écologisation porte souvent sur des actions périphériques au métier en fait, de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise va mettre en place un tri des déchets, va remplacer la machine à café avec des distributeurs. Enfin, on va avoir des actions, alors dans des contextes parfois de RSE et autres, mais il y a peu de choses en fait qui portent sur le métier de l'entreprise. Donc, dans un certain nombre de cas, effectivement, on voit que l'écologisation, aujourd'hui, elle est portée par des normes, pour le coup des normes et des lois publiques. Donc, celles qui concernent les deux secteurs sur lesquels on a travaillé, c'est la loi Egalim que vous connaissez sous un autre versant, je suppose. Loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire, notamment dans le bâtiment, mais aussi la restauration collective. La réglementation environnementale 2020 dans le secteur du bâtiment, la loi climat et résilience. Donc on est sur ce genre de secteur. Alors très concrètement, comme je vous disais, il n'y a pas tant que ça de cas. Nous, on a travaillé avec, en fait, dans le cadre d'un projet à l'ANAC qui s'appelle La Fabrique, avec des partenaires extérieurs qui portent des projets justement sur ce sujet transition écologique et travail. Et donc les cas auxquels je vais faire référence sont des cas qu'on a travaillé avec ces partenaires extérieurs, particulièrement le CEREC, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est le centre qui est à Marseille et qui s'intéresse à tout ce qui est les qualifications, l'emploi. Et puis d'autres projets qui sont plus associatifs, donc il y a une structure qui s'appelle la COP des milieux qui accompagnait la coopérative d'activité d'emploi dont je vous parlerai. Et puis des terrains sur lesquels aussi on est allé nous-mêmes. Donc voilà, pour vous dire en termes de méthodologie, on est plutôt dans des situations d'observation dans des entreprises pour voir comment les choses se font en fait. Voilà. Alors, peut-être on va commencer par le BTP. Le BTP, il est marqué par une forte hétérogénéité des profils d'entreprise. Vous avez des grands groupes de BTP. Et puis vous avez l'artisan, c'est même pas la micro-entreprise, c'est l'artisan, avec des chantiers aussi très différents et des pratiques très différentes aussi. Il y a une assez forte division du travail dans le BTP, entre les différents corps de métier en général. Vous avez, sur un chantier, vous allez avoir des maçons, vous allez avoir des charpentiers, vous allez avoir des électriciens, des plombiers. Donc vous avez une très forte division du travail. Et dans les gros chantiers, vous avez donc cette division horizontale du travail. Il y a souvent aussi une assez forte division verticale du travail entre, on va dire, les architectes, les ingénieurs, puis après les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, les maîtres d'œuvre, et puis ceux qui vont être les compagnons qui vont faire le travail derrière sur place. Alors, le secteur est concerné au premier chef par les enjeux de la transition écologique dans toutes les phases du cycle de vie. La production des composants, donc là je donnais un exemple, la production de ciment représente à elle seule 12,5 des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des secteurs industriels. La construction, c'est aussi l'artificialisation des sols, c'est les déplacements de matériaux. L'usage, l'usage, effectivement, on a des soucis de rénovation du bâti pour la performance énergétique. Et puis la fin de vie, on le sait pas toujours, mais 65%, les 2 tiers des déchets produits en France sont générés par le BTP en fait.
Donc voilà, ils sont très très concernés par les enjeux écologiques. D'où effectivement l'approche par la réglementation. Donc effectivement, la diversité de ce secteur se retrouve dans les cas qu'on aura étudiés. On a vu un grand groupe d'entreprises de taille intermédiaire, des PME, et puis alors une CAE. Une CAE, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. C'est une forme qui a été créée dans les années 2010. En fait, ça permet à des gens c'est une coopérative où les gens sont à la fois entrepreneurs et salariés. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent comme apporteurs eux-mêmes d'affaires, mais ils sont salariés par la CAE. Donc c'est un format un peu particulier, un peu nouveau, qui s'est quand même pas mal développé. Alors, bien sûr, tout est proportionnel. Il y en a un certain nombre, mais ce n'est pas encore la majorité des entreprises en France. Les CAE sont souvent, il y en a beaucoup dans tous les secteurs, des services, des consultants ou autres, qui, au lieu d'avoir chaque consultant qui se met à son compte, ils sont en CAE, ce qui leur permet de travailler, de ne pas être tout seul finalement. C'est sortir un peu aussi de l'isolement du travailleur indépendant. La CAE dont je parle, là, c'est une CAE spécialisée sur le bâtiment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voit aussi des entrées dans l'écologisation qui sont différentes. En gros, très concrètement, dans un grand nombre de cas, les démarches, elles sont tirées par l'évolution de la réglementation. Donc on va essayer de se mettre dans les clous de la manière la plus simple, finalement. Et puis, dans un certain nombre de cas aussi, à mi-chemin entre se mettre en conformité avec les nouvelles normes, il peut y avoir la question de l'opportunité stratégique de prendre de l'avance sur la concurrence par rapport à une réglementation qui, de toute façon, va aller vers ça. Donc, avoir un petit coup d'avance, voilà. Et puis, dans les cas qu'on a observés, il y a des démarches qui sont beaucoup plus militantes, des gens qui sont engagés dans cette approche, dans cette volonté de porter l'écologie depuis plus longtemps et avec une approche différente. Donc, vous verrez dans les cas que j'ai présentés. Et puis après, il y a de nombreuses situations intermédiaires, évidemment. Donc aujourd'hui, là, dans les cas que je vais présenter, j'ai principalement présenté effectivement l'approche plutôt par la réglementation et l'opportunité stratégique et la démarche militante pour faire un peu les deux bouts du spectre en quelque sorte. Et alors notamment, déjà, la première chose qu'on voit dans ces différences d'approche, c'est des positionnements sur différents types de sentiers. Dans un cas, on va être dans la construction neuve, et assez souvent on va trouver une volonté de combiner écologisation et industrialisation. Je vous en expliquerai un petit peu plus loin. Et dans d'autres cas, c'est beaucoup plus de l'éco-rénovation globale. Et donc là, il n'y a plus d'industrialisation possible. Et c'est un des gros freins à la rénovation énergétique. C'est que c'est pas aussi facile de rénover que de construire du neuf, en fait, pour de nombreuses raisons. Par contre, en termes écologiques, évidemment, d'abord, quand on est dans une approche d'économie circulaire, la rénovation, c'est l'utilisation du bâti existant, c'est aller beaucoup plus loin dans une logique de limitation des déchets que de récupérer les déchets. Et puis, c'est aussi toute la question de l'artificialisation des sols. Vous savez qu'il y a aussi un projet sur la non-artificialisation des sols. Donc, en tout cas, dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai intitulé les voies de l'écologisation, parce qu'en fait, c'est pas... hop, on passe d'un coup, on est écologique, on l'était pas et on l'est. C'est un cheminement, en fait. Donc, c'est un chemin à construire. Avec des évolutions de matériaux, de techniques, qui n'est pas simple. Il y a de nombreuses questions techniques qui se posent, notamment il y a beaucoup de cas où finalement ça passe par des chantiers expérimentaux, où les problèmes sont découverts et traités sur le chantier, avec des experts, mais aussi les praticiens, parce que quand on essaye de certaines solutions, je prends un exemple, un grand groupe cimentier propose aujourd'hui du ciment entre guillemets bas carbone. En fait, c'est du ciment avec moitié moins de ciment. En fait, voilà. Donc il y a moitié moins de carbone parce qu'il y a moitié moins de ciment. Bon, si vous l'utilisez par exemple dans la construction, dans des zones de montagne où il fait plus froid, en fait la prise va être plus longue, ça va changer parce que le bâtiment est très
il y a un point qui est très prégnant dans les métiers du bâtiment, sur un chantier, c'est les délais. Souvent, il y a des gros délais, dès qu'on rajoute des délais, c'est un vrai sujet. Et donc, typiquement, voilà, comment on fait. Donc, il y a de nombreuses questions qui émergent sur les chantiers et qui sont à résoudre dans des allers-retours entre les architectes, les maîtres d'œuvre, les fournisseurs de matériaux, les ingénieurs. Enfin, donc, voilà. Et en général, donc, pour réduire l'empreinte de l'activité, il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions. En fait, je pense que ça, c'est un point qui est assez important parce que ça va un peu donner des éléments sur ce que je vais dire plus loin. Et donc, effectivement, les choix de modalités d'écologisation se fait en fait au croisement des enjeux à la fois techniques, dont je viens de parler, mais aussi, bien sûr, des enjeux économiques. Quand je parlais des questions de délai, c'est aussi des enjeux économiques. Des enjeux écologiques, puisque c'est le sujet ici. Et puis, quand je dis sociaux, je vais y revenir. Il y a bien sûr les conditions de travail, mais il peut y avoir aussi un certain nombre d'autres aspects dont je parlerai un peu plus loin. Et finalement, nous, ce qu'on a observé à travers les cas dont je vous parle, c'est que finalement, c'est sur le processus de décision et la manière dont les enjeux sont priorisés que se fait la plus grande différence, notamment par rapport aux effets sur le travail. Je vous parle de cas qu'on a observés. Après, peut-être que dans 2 ans, on aura encore plus de recul, on aura peut-être d'autres éléments qui iront plus loin. Mais sur les cas observés, c'est quand même un aspect assez important. Le processus de décision, le processus de construction du projet d'écologisation est assez déterminant dans ce qui aboutit, à quoi on va aboutir, et notamment sur le travail. Et je vais vous le montrer donc, à travers les 2 exemples, comme je vous disais, que j'ai choisis, qui sont un peu à 2 bouts du spectre, mais voilà. Dans des organisations classiques, on va avoir plutôt donc, un rôle important des normes et des labellisations. C'est important pour l'entreprise d'obtenir des labels. Voilà. Donc, en fait, et notamment pour des chantiers en réponse à des appels d'offres publics, avoir des labels, répondre aux normes, c'est vraiment un vrai sujet. Donc, on a un sujet déjà commercial à la base. Et c'est donc l'écologisation, c'est aussi une opportunité de valorisation de l'entreprise sur de nouveaux segments de marché, en fait. Donc, il y a quand même il y a une dimension économique et commerciale qui est assez importante. Et parfois, d'ailleurs, les entreprises avaient des pratiques et elles font peu de changements, juste avec un peu de changement, elles obtiennent des labels et donc elles disent super, on obtient le label. Et après, ça peut des fois leur mettre le pied en se disant ouais, on a obtenu le label, parce que des fois, il y a le label niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a obtenu le label niveau 1, donc on va faire quelques petites modifications de plus et on aura le label niveau 2. Enfin, voilà, ce sont des choses qui existent aussi. Mais on va dire que dans les organisations classiques, les choix écologiques doivent être d'abord compatibles avec les exigences économiques. Et alors, par exemple, nous, ce qu'on a pu voir dans un certain nombre d'entreprises, c'est que finalement, la construction bois, parce que aujourd'hui on parle beaucoup de matériaux biosourcés, je vous ai dit le béton, le ciment, c'est fortement émetteur de carbone. Donc la construction bois, aujourd'hui, est un peu vue comme une solution intéressante pour 2 aspects, parce qu'effectivement elle répond aux enjeux d'écologisation, parce que c'est un matériau biosourcé, mais aussi parce qu'elle répond assez bien en fait à une dimension d'industrialisation. Le bâtiment, je crois que demain il va y avoir des sujets sur le numérique. Le bâtiment est aussi beaucoup traversé par cette question du numérique et aussi de l'industrialisation. Historiquement, le bâtiment, c'est un chantier. Il y a petit à petit eu des modules qu'on a industrialisés. Vous voyez des fois des escaliers entiers qui sont livrés de cette manière-là, mais souvent c'est tout fabriqué sur place. Et aujourd'hui, de plus en plus, la construction bois, ça permet à un moment une construction en atelier, hors site, qui présente un certain nombre d'avantages, et notamment l'avantage de l'industrialisation du travail. L'investissement dans des outils de recyclage aussi, donc c'est des solutions qui vont être... donc, ça demande des moyens, mais donc il va y avoir des moyens de recyclage, de matériaux, des matériaux issus de la démolition. Alors, c'est à la fois une dimension
écologique, mais c'est aussi une dimension économique, parce que quand on récupère un ensemble de matériaux pour les réintégrer dans une centrale à béton, c'est-à-dire qu'on va remettre dans... c'est autant de matériaux qu'on n'achète pas aussi pour fabriquer ces matériaux de construction. Après, par exemple aussi, quand on dit les choix écologiques doivent être compatibles avec les exigences économiques, eh bien on voit par exemple que le choix des approvisionnements, les arbitrages, des fois on va dire oui, on va prendre des matériaux locaux, mais si c'est pas intéressant par rapport à des contraintes économiques, par exemple on va prendre un lamellé collé qui vient d'Allemagne, voilà, c'est la solution qui allait bien. Donc on voit assez souvent effectivement cet arbitrage qui se fait avec quand même très très fortement la prégnance des exigences économiques. Et donc dans ce contexte-là, l'écologisation est principalement vue comme une problématique technique en fait. Il s'agit d'intégrer les normes. Alors les normes, qu'elles soient issues des lois dont je vous ai parlé ou qu'elles soient liées aux labels existants, en fait, il s'agit d'intégrer ces normes dans en fait, les logiques existantes, sans réinterroger les logiques existantes. Il s'agit de juste, avant on construisait des immeubles collectifs en béton banché, et maintenant on va avoir plus un mixte bois-béton pour rentrer dans la RE 2020. Enfin, voilà. Et en fait, les réflexions autour des questions d'écologisation sont concentrées sur les fonctions de direction et d'ingénierie en lien avec des experts extérieurs. Typiquement, donc si je reprends l'exemple du grand groupe dont je parlais, classiquement, quand c'est des grands groupes qui faisaient principalement des immeubles et autres, vous avez tous vu, les immeubles jusqu'à présent c'était beaucoup du béton. Eh bien, ils avaient un métier principalement dans le béton, et pour faire de la construction mixte bois-béton, ils ont acheté une PME de charpente qu'ils ont intégrée, et puis la réflexion sur l'ingénierie des bâtiments collectifs, elle se fait dans le bureau d'ingénierie qui va préparer tout ça au niveau régional. Donc concrètement derrière, les compétences et la culture professionnelle, quand même, si je prends l'exemple de la construction bois, ce sont des compétences et une culture professionnelle différentes de celles de la maçonnerie. Dans la charpente, dans les charpentiers, on a des compagnons qui ont souvent qui ont un niveau d'apprentissage assez élevé, un certain niveau d'autonomie sur leur chantier, donc ce sont des compagnons. Alors que dans tout ce qui est béton, on est plutôt dans des entreprises de sous-traitance avec des intérimaires, des travailleurs détachés, disons une gestion des ressources humaines qui n'est pas du tout la même en fait. Donc voilà, ce sont des métiers que certaines entreprises préfèrent acquérir par la croissance externe. Et comme la question c'est que les métiers quand même restent à coordonner sur les chantiers. Et sur le cas précis dont je vous parlais, sur ce chantier de construction d'un bâtiment collectif, au lieu de miser sur un développement, un apprentissage du côté des gens qui étaient du côté béton, maçonnerie, pour mieux maîtriser les métiers, ils ont plutôt été dans une logique de dire vous allez, les gens du bois, vous allez encadrer les gens du béton avec un management très prescriptif, très détaillé, et donc peu apprenant en fait. Donc ça va être la logique qui va être suivie, va pas être du tout d'essayer de développer les connaissances et les compétences des gens qui viennent plutôt du monde du béton, mais plutôt d'avoir un management très prescriptif et un management en fait avec lesquels les charpentiers sont pas très à l'aise en fait. C'est pas très satisfaisant pour eux de manager d'autres personnes comme ça. Donc voilà. Par ailleurs aussi sur le chantier, on a des acteurs sur qui les conducteurs de travaux, les chefs de chantier vont en fait un peu être ceux qui vont faire un peu l'airbag, enfin centraliser un peu toutes les contraintes que posent ces changements. Notamment, comme je disais, un chantier, c'est beaucoup de pression sur les délais. Il y a des aléas, notamment quand on est sur des chantiers un peu innovants, il y a pas mal d'aléas. C'est beaucoup sur eux c'est eux qui vont beaucoup jouer les chefs d'orchestre et devoir absorber toutes ces problématiques-là.
Et puis aussi un gros travail de documentation à remplir pour suivre les normes et assurer la traçabilité. Donc voilà, donc ça c'est un premier cas dont je parlais. Maintenant, je vais vous parler donc, de la coopérative d'activité d'emploi. Donc voilà, c'est une coopérative, comme je vous disais, spécialisée sur le bâtiment, qui héberge quand même 300 activités. Et leur objectif, en termes de... C'est les coopératives d'activité d'emploi, souvent un peu des projets. En fait, leur idée, c'était de soutenir des artisans qui souhaitent retrouver le sens de leur métier en réinterrogeant les modalités actuelles des chantiers. Donc voilà, d'emblée, il y a une approche réflexive sur les métiers du bâtiment. Alors, petite précision, je crois que j'en parlais à table, les coopératives d'activité d'emploi, de manière générale, on a constaté que ce sont des gens qui sont à un niveau assez élevé de qualification, qui ont souvent une expérience professionnelle antérieure, souvent dans le salariat, et qui en fait se mettent en CAE parce qu'ils veulent plus d'indépendance, mais sans être complètement l'indépendant tout seul dans son coin. C'est souvent un peu le profil de l'adhérent, enfin de celui qui va rentrer dans une CAE. En fait, ils fonctionnent beaucoup avec des réseaux, j'ai mis un réseau au singulier, on aurait pu mettre au pluriel, des réseaux d'acteurs associatifs qui sont engagés dans l'éco-construction depuis longtemps, avec des centres de formation qui ont depuis 20 ans réfléchi sur les matériaux biosourcés, sur effectivement la performance énergétique, les bâtiments bioclimatiques. Enfin, voilà, ils sont très en lien avec ces réseaux-là, en fait, qui sont des réseaux associatifs. Donc, ils sont des réseaux qui fonctionnent un peu en marge du système principal dans le bâtiment, qui sont dans le bâtiment, il y a tout un système qui sont les systèmes, le CSTB, enfin il y a tout un tas d'instituts qui valident des méthodes qui valident les méthodes classiques de construction, et tous ces réseaux-là, eux, ont réfléchi un peu en marge du système dominant autour de l'éco-construction et depuis longtemps. Et alors par exemple cette CAE a produit une charte importante pour eux qu'ils ont intitulée « Construire, co-construire et éco-construire ». Et donc, par exemple, en déclinant de cette charte, aujourd'hui, ils s'impliquent dans l'auto-réhabilitation accompagnée, où en fait, les artisans coopèrent avec les habitants pour rénover leur logement. Donc, on est bien dans une volonté de promouvoir la rénovation énergétique et de la rendre accessible aux gens. Et alors, pour la rendre accessible, ils ont aussi créé un fonds solidaire et coopératif qui finance la réhabilitation de passoires thermiques à travers des chantiers coopératifs. Donc les chantiers coopératifs, c'est des chantiers en fait où vous avez des artisans, mais vous avez aussi des gens. Alors assez souvent, ce sont ceux qui vont habiter, qui vont en partie participer aux travaux, mais aussi des gens, des bénévoles extérieurs. Enfin, on est sur un mode de réflexion sur le chantier complètement différent. C'est des choses très très différentes. Et donc, ils sont aussi dans une recherche un peu continue d'une forme de cohérence par rapport à leurs valeurs, en fait. Et là, par exemple, nous, au moment où on les a rencontrés, c'était, en fait, il y avait une réflexion sur les matériaux, et notamment, parce qu'ils ont aussi un aspect de construction bois, sur les matériaux qui les poussent, en fait, à s'interroger sur l'écologie de l'amont de la filière. En gros, sur le bois, ils disaient, ouais, il y a une manière de gérer qui saccage complètement la forêt. Donc, en gros, ils ont dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même ne pas être juste sur l'utilisation de pin Douglas, dont on ne sait pas d'où il vient, ou même s'il vient d'à côté, mais qui est exploité dans une logique industrielle. On voudrait un peu faire d'autres choses. Donc, voilà, nous, on les a accompagnés sur ce projet-là, en fait. Donc, c'est un projet qui est porté et conduit avec des entrepreneurs salariés, et aussi des associations localement dans le territoire où sont installés les agriculteurs salariés, qui promeuvent ce qu'ils appellent une sylviculture douce, donc dans différentes régions. Alors, il y a aussi des acteurs nationaux, il y a des acteurs locaux, il y a des acteurs nationaux. Et en fait, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a pas mal d'échanges, de réunions, pas mal de méthodes d'animation collective pour essayer de comprendre aussi quelles sont les problématiques de chacun des acteurs, parce qu'en fait, la problématique de celui qui a une forêt, la problématique du bûcheron, la problématique de la scierie, enfin, en gros, ils ont réfléchi à tout ce sujet de l'amont, en fait, de leur métier. Et en fait, notamment, dans leur réflexion, on a vu pas mal de choses autour aujourd'hui, pendant qu'on a participé sur la question de, par exemple, la rémunération des différentes parties. Par exemple, les bûcherons, en fait, il y a notamment, à un moment, il y avait une expérience qui a été menée, ils ont constaté qu'ils pouvaient multiplier par 3
la rémunération du bûcheron en augmentant simplement de entre 5 et 10% le coût final pour le client. C'est-à-dire qu'en gros, on en parlait aussi à midi, le coût final pour le client, en fait, il y a des acteurs, on pourrait beaucoup mieux les rémunérer si on gère complètement l'économie générale entre les différentes parties prenantes. Mais ça fait aussi des changements dans le travail des entrepreneurs salariés. ES, c'est pour entrepreneurs salariés, donc pour les gens de la coopérative d'activité et emploi, ça fait des changements, parce que quand c'est un matériau non normé, c'est pas pareil à travailler, il y a des étapes supplémentaires, tous les bois ne se travaillent pas de la même manière, donc il y a aussi des questions de leur propre travail. Et en fait, toutes ces questions-là, en fait, elles sont délibérées, elles sont discutées dans ces temps d'échange. Et en même temps, il y a aussi la réflexion sur quels sont les objectifs qu'on a à travers ce projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont mis comme objectif ? Il y avait les questions d'écologie, de réciprocité entre les acteurs, de confiance et de compréhension mutuelle des besoins, d'autonomie. Et ça, c'est beaucoup des choses qui sont ressorties et l'intérêt qu'ils ont aussi à préférer aller acheter dans la forêt à côté plutôt que d'aller chez le fournisseur de matériaux. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui ont émergé à travers les discussions autour de ces sujets-là. Et en fait, concrètement, le projet se construit à partir donc, des entrepreneurs salariés. Il est soutenu par la CAE, mais il n'a pas vocation à s'imposer à personne. Et en fait, le président de la CAE disait, en fait, il n'y aura sans doute pas un projet un modèle type de filière courte bois s'il y en a une, il y aura sans doute 15-20 en fonction des territoires. Il y en aura sans doute à certains endroits, ça ne sera pas pertinent sur ce territoire-là, mais en fait il va y avoir une diversité de manières. Et la seule chose, c'est que la CAE a soutenu en fait la façon dont localement les choses se construisent en fait. Donc effectivement, ici, l'écologisation s'inscrit dans une organisation du travail obéissant à des principes partagés, c'est-à-dire que les gens finalement qui participent à la CAE, ils partagent un certain nombre d'objectifs en commun, qui est d'attention aux enjeux écologiques, alors bien au-delà des normes et règlements, c'est même principalement pas leur sujet en fait, d'association avec d'autres parties prenantes sur le territoire, et surtout de délibération collective sur les projets. Et en fait, cette délibération, ça permet de partager des connaissances, des expériences, des valeurs, des critères de décision. Et quand on dit délibération collective, ce n'est pas seulement entre membres de la CAE, mais c'est aussi avec des gens extérieurs qui leur apportent des points de vue extérieurs, y compris des expertises. Alors comme je disais, dans leur charte, il y a aussi cette notion de justice sociale. Et après, on trouve aussi beaucoup chez eux quand on en discute, mais c'est assez logique quand on pense à ce que c'est qu'une CAE. Comme je vous disais, c'est à la fois ces entrepreneurs qui se mettent ensemble, et la notion d'autonomie est quand même très présente. Donc, en même temps, ça nécessite aussi de repenser un modèle de viabilité économique à partir des enjeux écologiques, sociaux et du sens du travail, et comme je le disais, qui va prendre une forme différente selon les territoires. En fait. Donc on a quelque chose qui part beaucoup de la base locale, qui ne néglige pas les dimensions économiques, parce qu'à un moment, il y a une notion de viabilité, mais qui ne les place pas en priorité, et qui se situe à un niveau d'exigence souvent. Beaucoup de ceux qui sont rentrés dans les CAE, ils disent, nous, notre objectif, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est de gagner suffisamment pour vivre bien et d'avoir aussi du temps, d'avoir une qualité de vie, en fait. Voilà. Donc, c'est cela. Je regarde l'heure, je ne sais pas si j'ai le temps de présenter la restauration scolaire ou si vous préférez qu'on passe directement aux conclusions. Alors, il y a beaucoup de points communs, en fait. Alors, un petit rappel. Nous, on a plutôt regardé la restauration scolaire. La restauration collective, c'est quand même 7 millions de repas, 110 000 salariés. La loi Egalim et d'autres lois, en gros, c'est 50% d'approvisionnement en produits sous signe de qualité ou d'origine, 20% en bio. Diversification des sources de protéines, un repas végétarien par semaine, lutte contre le gaspillage alimentaire et un gros sujet, la fin des plastiques. Donc vous voyez, la restauration collective, c'est assez large. Nous, on a plutôt regardé la restauration scolaire, mais dans un certain nombre de cas, comme c'est géré par des communes,
des fois, la commune, la cuisine centrale va pas seulement faire les écoles, elle va aussi faire les centres aérés, et des fois les EHPAD, les personnes à domicile et autres. Donc voilà, on est sur un morceau quand même assez important de la restauration collective. Les cas qu'on a étudiés sont des cas, ce qu'on appelle en régie directe, avec cuisine centrale et satellite. Donc on n'est pas sur ceux qui se font livrer par des Sodexo ou équivalents. On n'est pas non plus dans des cas où il y a la cuisine sur site, hein, on est vraiment en cuisine centrale et satellite. Globalement, on a une transition qui est en cours, qui n'est pas loin d'être achevée quand même, et qui est plus ou moins avancée sur chacun des thèmes en fonction alors, des territoires. Alors bien sûr en lien avec les possibilités d'approvisionnement, parce que même si la loi ne le précise pas, en restauration collective, il y a quand même un objectif aussi d'approvisionnement local, et aussi de recevabilité des pratiques. Alors je vais vous donner un exemple tout simple. Sur la question du repas végétarien, d'un repas végétarien par semaine, moi j'ai fait une observation donc, dans région lyonnaise. Et bien en fait aujourd'hui ils sont à réfléchir à faire plus qu'un repas végétarien par semaine, simplement parce que en fait ils ont choisi pour la qualité des repas de proposer, enfin c'est en primaire, qu'un seul plat principal. Les normes leur imposent en fait que dans le plat principal il y a obligatoirement dans l'assiette de l'enfant protéines et autres. Et le jour où c'est de la viande, que ce soit du poulet ou autre chose, les personnes mettent le poulet dans l'assiette des enfants. Or, il y a de nombreuses traditions communautaires. Il y a aujourd'hui plein de questions autour des pratiques religieuses notamment. Et donc, il y a un certain nombre d'enfants qui ne veulent pas même de la viande de poulet, qui n'est pas halal, il faut le dire. Et donc, et qui ne veulent pas en plus s'y toucher. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de gaspillage lié au fait que les enfants, voilà. Et donc, une solution, ça peut être d'avoir plus de repas végétariens, parce que ça fait moins de gaspillage. Et en plus, comme ça coûte moins cher, ça permet d'acheter des produits plus de qualité. Donc il y a des situations globales. Et alors pour vous donner l'inverse, un autre cas, pour le coup c'était un lycée agricole dans une région d'élevage, pour eux le plat végétarien ça interroge, quoi. Donc on a les différentes situations, donc il y a vraiment des pratiques qui peuvent être différentes. Il y a aussi une plus ou moins grande volonté des acteurs, élus, encadrement, à s'emparer du sujet. Et on constate aussi par exemple qu'entre des cantines scolaires pour le primaire qui sont donc rattachées à la commune qui est assez proche, en fait l'élu politique est assez proche géographiquement, et un lycée où c'est la région, et la région des fois elle est à quelques centaines de kilomètres, la relation à l'élu et à la décision politique ne va pas être du tout la même. Et puis ça dépend aussi beaucoup des situations de départ en termes d'organisation, de moyens matériels, d'espace. Donc il y a vraiment des grosses différences. Mais globalement, dans les cuisines qu'on a pu voir, là aussi il y a une assez forte division du travail, hein. Vous avez donc tout un personnel d'encadrement, des gens qui s'occupent des approvisionnements. Vous avez après en cuisine centrale des cuisiniers, et puis après vous allez avoir du personnel autour, et après vous allez avoir du personnel en satellite aussi qui va donc servir les repas. Et globalement, sauf exception, les sujets en lien avec l'approvisionnement et la diversification des sources de protéines ne sont traités que par les personnels d'encadrement, dans le cadre de commissions menues, de rédaction d'appels d'offres. Donc là, on est un petit peu de nouveau sur cette division verticale du travail, et ces sujets-là sont vraiment traités à ce niveau-là. Par contre, tous les personnels sont concernés, et notamment ceux qui sont en relation avec les enfants. Alors c'est assez intéressant, dans les satellites, c'est eux qui sont en relation avec les enfants. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'ADEME où on sent qu'il y a une grosse attente de ce qui peut se passer dans les cantines scolaires, sur l'éducation au goût, sur toute la question écologique. Et en fait, quand vous regardez les fiches de poste des personnels dans les écoles, la dimension déjà même de la relation aux enfants, de la relation de service aux enfants, elle est quasiment inexistante. La dimension d'écologisation. Et donc aujourd'hui, c'est un énorme frein. Parce que tout ça arrive, et en fait on a remplacé des yaourts non bio par des yaourts bio. En fait ça a été géré au niveau d'un appel d'offres, d'un marché et autres. Derrière
ce qui en découle, c'est pas très abordé finalement, quoi. Et ce qui va plus directement venir être abordé, mais de nouveau, là on va se retrouver un peu comme dans le bâtiment, dans le cas des grandes entreprises, comme une nouvelle prescription, c'est la fin du plastique. La fin du plastique parce que, eh bien, ça veut dire, par exemple, qu'au lieu d'avoir des pots de yaourt, eh bien, on va avoir des grands seaux de yaourt qu'il va falloir mettre dans les ramequins. Donc c'est du travail de mettre tout ça dans des ramequins. Ça va être évidemment du travail aussi avant les repas, donc, mais aussi à la plonge. Ça, c'est un énorme sujet. Et surtout, après, il y a un problème de manque d'espace, il y a un problème de manutention, il y a un problème de poids. Alors là, vous ne pouvez pas les lire, mais je vous avais mis des éléments justement sur les différents poids des contenants et autres. Et notamment aussi, tout ça vient se cumuler lors du coup de feu du déjeuner. J'aurais pu vous montrer, j'ai une photo justement à un moment d'une plonge dans une école primaire, et à un moment les montagnes de vaisselle qui s'accumulent. Parce que il y a un manque d'espace, il y a des problèmes de manutention, enfin il y a tout vient se cumuler au moment du coup de feu des déjeuners. Et donc, et puis derrière, il y a l'organisation du cycle retour des plats et du stockage en cuisine centrale. Donc je dirais que oui, en cuisine, dans les cantines qu'on a pu observer, on a un peu la même problématique que dans le bâtiment, c'est-à-dire que la question de l'écologisation, elle est beaucoup traitée à un certain niveau, elle est réfléchie et pensée à un certain niveau, et elle est déclinée en prescriptions nouvelles en dessous, et sans que les gens aient pu s'approprier dans leur travail l'intérêt ou ce que ça pourrait apporter, voilà, et donc ça vient comme une prescription supplémentaire dans leur travail, avec des fiches de poste qui restent très loin de toute cette question-là. Donc voilà, donc c'est vrai. Alors il y a certainement, nous là on a plutôt vu des cas classiques, il y a certainement dans le monde de la restauration scolaire des cas qui peuvent ressembler un peu à la CAE qu'on a vu dans le bâtiment, où il y a des choses très intéressantes qui se font, où il y a sans doute beaucoup plus de choses, mais là on a vu plutôt des cas assez classiques. Hein. Donc je dirais qu'en tout cas, sur ce qu'on a pu observer nous dans nos interventions, dans nos observations, c'est qu'effectivement l'écologisation c'est un processus de transformation, que cette trajectoire elle se construit dans des échanges entre expertise et pratique. Dans les deux cas, je n'ai pas eu le temps de détailler, mais la question par exemple de l'inox, c'est aussi d'investissement dans des nouveaux lave-vaisselle dans les cantines scolaires. Et en fait, là, il y a un moment, des moments compliqués parce que les appareils fonctionnent plus ou moins bien, parce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus mais qui sont totalement aberrants par rapport au travail de plonge au moment de l'heure du déjeuner. Il y a plein de choses à pouvoir dire sur les solutions qui sont proposées. En fait, les solutions, elles ont besoin d'être sérieusement retravaillées pour bien fonctionner. Mais aussi, de nouveau, c'est des choix, des trajectoires qui se construisent en fonction des priorités accordées aux différents enjeux, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit écologique, économique, sociaux ou autres. Hein. Alors typiquement, dans les cantines scolaires, le prix du repas, le choix notamment au niveau communal du prix du repas, va avoir un aspect important sur les choix qui vont être faits derrière dans les approvisionnements, dans l'organisation, dans tout ce qui va être fait. Donc il y a vraiment ces dimensions-là sont présentes. Et nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la place de ces différents enjeux dépend des parties associées au processus de décision. Dans beaucoup de cas, l'écologisation en bâtiment ou cantine scolaire, elle est prise en charge au niveau des directions et ou du management, et que les choix reflètent la manière dont ces acteurs construisent la question et construisent les réponses, que les normes participent aussi à une logique d'ajustement technique, malgré tout, et que donc, effectivement, sauf dans le cas de la CAE, dans les cas qu'on a observés, mais il y en a certainement d'autres, les autres métiers ne sont pas véritablement associés aux réflexions sur cette transformation. Et pour ces autres métiers, on est souvent dans de la prescription et pas dans quelque chose qui donnerait du sens, dans quelque chose qui pourrait aider à donner plus de sens. En fait. Or, effectivement, l'exemple de la CAE montre que, en fait, en associant plus les gens aux réflexions, en fait, on favorise le développement des compétences et des connaissances de tous les participants. On améliore la satisfaction de faire un travail qui a du sens, dans lequel on se reconnaît, et finalement on améliore
l'envie de s'investir dans le travail, tout simplement, quoi, en fait. Donc, voilà, comme je vous le dis, c'est un retour d'expérience à partir d'un nombre limité de cas, pour certains assez diversifiés, mais voilà. Je pense que vous aurez peut-être trouvé quelques échos par rapport au sujet qui vous portent. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'était implicite, tu as peu parlé de travail, des conséquences sur les conditions de travail. On pourrait y revenir s'il y a des questions. Si je comprends bien, et si je prolonge un peu la conclusion, l'approche actuelle dans ces deux secteurs, c'est très piloté par les normes, et du coup c'est très prescriptif, donc il n'y a pas de véritable réflexion sur le travail. Et du coup, ça risque aussi de freiner les évolutions ultérieures, dont on sait qu'il faudrait associer tout le monde. Enfin, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Je sais pas, on a 10 minutes, là, 10 bonnes minutes pour des questions. Sinon, je préciserai ma question nécessaire. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires? Oui. Alors, oui, bonjour. Il y avait quelqu'un d'autre? Marianne Cerf. Je voulais juste souligner quand même que certes c'est très prescriptif, mais je trouve que peut-être ça serait intéressant de comprendre ce que ça demande comme travail au manager. Parce qu'en fait, on fait comme si le manager il faisait que emmerder les autres. Mais en fait, pour lui, c'est beaucoup d'emmerdement aussi, l'écologisation. Voilà. Donc je me dis que ça vaudrait le coup qu'on s'attache aussi un peu plus à... Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en fait, de regarder ce travail du manager. Oui, peut-être ma question est complémentaire. Dans les deux exemples, c'est vrai que c'est très contrasté. Et l'écologisation, elle est considérée à l'échelle globale. Mais le système premier que vous avez présenté, est-il susceptible et à quelles conditions de tendre vers un système plus démocratique? Ou bien est-ce que la verticalité, elle est absolument indépassable? Autrement dit, les ouvriers ont-ils des compétences, ces ouvriers à qui on ne demande rien, ont-ils des compétences qui pourraient être remobilisées, même si au départ, le projet n'était pas de se mettre ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on peut, pour une entreprise donnée, envisager des transitions, des trajectoires, non pas dans le secteur, mais pour une entreprise donnée, quelles sont ses capacités, avec une organisation donnée initiale, de remobiliser par des méthodes de management, justement, de redonner du temps aux intermédiaires pour s'adresser aux ouvriers, pour remobiliser les compétences ouvrières qui existent, même si ce ne sont pas des gens qui... C'est quand même eux qui font. Voilà. Je complète la question sur CAE, pour rebondir sur ce que dit Marianne. Est-ce que l'implication des différentes personnes de la coopérative pourrait alimenter des normes qui soient moins top-down? Je vais d'abord répondre à la question de Marianne Cerf. Oui, alors, j'ai pas eu le temps là de développer. Je l'ai un petit peu abordé quand j'ai dit à un moment les contraintes de l'écologisation sur les chantiers notamment se concentrent sur les conducteurs de travaux et sur les chefs de chantier. Bon, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses quand même. Et sur la restauration scolaire, je suis passée assez vite, mais bien sûr que oui, il y a tout un travail pour le management. C'est-à-dire que finalement, quelque part, ça pèse pour tout le monde, finalement, cette situation-là. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais oui, moi, j'ai eu une responsable de cuisine, de service restauration dans une commune qui, pendant un certain temps, elle ne dormait pas parce que... le lave-vaisselle qui avait été testé dans la première cantine scolaire pour passer à l'inox, ça ne marchait pas, c'était compliqué. Donc, bien sûr que c'est un vrai sujet aussi pour les managers, c'est évident. Donc ça, c'est assez évident. Après, sur la deuxième question concernant l'association des ouvriers, bien sûr que ce n'est pas un processus du jour au lendemain, mais j'ai envie de dire que plus on associe des gens à une réflexion, à une forme de réflexivité sur leur travail, à une
possibilité de s'interroger, de réfléchir, plus on alimente finalement des processus d'apprentissage et plus on facilite ce genre de choses. Alors par ailleurs, les deux secteurs dont j'ai parlé sont deux secteurs qui sont confrontés à des gros problèmes d'attractivité et des gros problèmes de pénibilité, voire d'usure professionnelle. Donc, quelque part, ce qu'on constate par exemple, c'est que si on reprend l'exemple de la CAE, oui, la CAE, ils arrivent à attirer des gens qui ne sont pas issus de ce milieu-là, qui ne sont pas, souvent dans le bâtiment, on va vous dire, ce sont ceux qui sont en échec scolaire, on a du mal à remplir les AFPA, même ceux qui sont en échec scolaire, ils ne veulent pas y aller. Là, ce ne sont pas des gens qui sont en échec scolaire et qui sont venus dans ces métiers-là. Donc effectivement, il y a sans doute aussi des choses. Alors, pour une même entreprise, c'est un autre sujet, parce qu'on a eu aussi un processus au fil du temps, comme je disais, et ce n'est pas que dans ce secteur-là où les grands groupes, petit à petit, ont plutôt précarisé le travail des opérateurs, pas seulement dans le bâtiment, dans beaucoup de secteurs. Donc à un moment, c'est tout un vrai questionnement auquel le secteur du bâtiment, notamment, enfin, là j'en parle de celui-là, est confronté sur, oui, comment rendre les métiers attractifs. Mais parfois, ça se limite... Il y a pas mal de discussions, puis après ils aboutissent à va falloir faire de la communication. C'est clair que c'est pas que de la communication, quoi. En fait, c'est qu'à un moment, il va y avoir une vraie réflexion à avoir sur le contenu du travail, sur la participation des uns et des autres, et comment à un moment les métiers peuvent se reconfigurer pour faire des choses qui peuvent être moins usantes et plus satisfaisantes. Et si je décale aussi sur l'exemple dans les cantines scolaires, c'est clair que vous regardez une fiche de poste des personnels donc en satellite, c'est que des métiers techniques. Il n'y a qu'une dimension technique du travail. Et nous, quand on est allé les voir, ce qu'on a vu, non, mais elles s'occupaient énormément de décorer la salle, d'avoir des relations avec les enfants, de tout un ensemble de choses. C'est ça qui permettait que ça se passe bien avec les autres, parce qu'il y a pas mal d'autres intervenants sur la pause déjeuner, la période du déjeuner, qui sont les ATSEM, les animateurs. Il y a pas mal d'autres métiers qui co-interviennent. Alors là où elles faisaient relativement finalement autre chose que ce qui était prévu, ça se passait bien. Et en plus, c'est ça qui leur donne du sens. C'est-à-dire que c'est ça, quand il y a des temps de discussion avec elles sur leur travail, leur métier, ce qui les motive et ce qui leur donne du sens à leur travail, c'est pas de réchauffer des plats. C'est de servir de la bonne nourriture aux enfants. Donc à un moment, il y a aussi tout ça qui à un moment, est extrêmement important et qui est souvent absent, en fait, quoi. La question... En tout cas, c'est certain que la transition, notamment dans les cantines scolaires, on le voit bien, et il y a eu une étude de l'ADEME qui a constaté un peu les mêmes choses que nous, c'est qu'au début, on abordait beaucoup sur des problématiques techniques et autres, et finalement, ils ont dit, le principal, alors eux, dans leurs termes à eux, ils ont dit le principal frein et levier, c'est le facteur humain, et notamment beaucoup dans les satellites, en fait, plus encore qu'en cuisine centrale. Donc bien sûr que, mais à un moment, il y a beau y avoir tout cela, la difficulté à passer d'une approche, on a une solution, on vous subventionne un lave-vaisselle, en fait, il va falloir revoir les fiches de poste, réfléchir à associer les gens aux réflexions. C'est un saut dans une autre dimension, en fait. Oui, moi j'ai envie de renverser le questionnement de ce que tu as vu cet après-midi dans les ateliers. Du coup, toi, ton point de vue sur les grosses différences que tu vois entre les secteurs que tu as étudiés et puis ce que l'on voit dans l'agriculture avec les questions de difficultés d'installation, les questions de verrouillage socio-technique, etc. Est-ce que finalement, moi quand je t'entends, je me dis mais finalement ça se ressemble énormément, quoi. Alors oui, je pense que beaucoup de secteurs sont... je pense qu'on a un système socio-technique, économique qui a beaucoup de similitudes
d'un secteur à l'autre, hein, il y a pas mal de similitudes. Là où je trouve qu'il y a potentiellement des choses intéressantes côté agriculture, c'est qu'il y a peut-être moins de division du travail dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, bon, il y a une grande diversité, mais on va dire que, et c'est sans doute peut-être cela qui attire aussi les fameux NIMA, qui sont un peu sans doute des profils assez proches des gens qui vont dans la CAE, c'est qu'à un moment, il n'y a pas la même division, elle peut être moins marquée en tout cas, et je pense que c'est un potentiel qui peut être intéressant, et de faire attention justement à ne pas avoir des évolutions qui porteraient encore plus dans cette direction de division. Donc je pense que toutes les formes, en tout cas d'organisation, qui permettent aux différentes personnes d'avoir une réflexivité sur leur travail et de se sentir engagés dans quelque chose où ils ont le sentiment de pouvoir discuter des finalités de ce qu'ils font, du sens de leur travail, et de pouvoir aussi avoir le sentiment, on parlait tout à l'heure de développement, alors de sens de développement développemental, sens développement, de se développer à travers leur travail. Je pense que tout ça sont des choses qui vont plutôt favoriser l'attractivité déjà, et donc permettre aussi un certain nombre d'améliorations, quoi. Donc je pense que oui, vous avez des sujets, il y a un contexte qui est un peu commun, mais je trouve qu'en fait vous avez des réflexions qui sont assez avancées par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres secteurs. Dans les instituts techniques du bâtiment, ils sont pas avec ce genre de réflexion aujourd'hui. Ils sont encore dans la norme, le machin. Donc vous avez plutôt une réflexion que je trouve assez avancée en fait. Merci. J'avais deux questions. C'est est-ce que on a regardé dans le cadre de l'écologisation un peu alors pour le coup pour les ouvriers, hein, pour ce que ça veut dire, par exemple, passer de l'application de la pose de laine de roche à de la laine de bois. Voilà, est-ce qu'on a regardé des choses comme ça de type technique et qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail? Et de la même façon, si dans la réflexion qu'on avait eue en se disant, regardons dans le secteur du bâtiment, c'était aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation ou comment peuvent réagir ce secteur-là en termes d'organisation à la sensibilité à l'aléa, aux conditions météo, voilà, puisque je pense que c'est des secteurs qui, pour partie en tout cas, sont aussi concernés par la gestion de phénomènes naturels finalement, comme peut l'être l'agriculture. Alors, je voulais juste réagir à la remarque que vous faisiez sur le fait qu'en agriculture, c'est sans doute moins segmenté. Enfin, moi, ça me renvoie tout de suite à une question. Comment fait-on pour que l'agriculteur se sente aussi intégré dans un système alimentaire? Et donc, pour finir, on s'aperçoit que la segmentation, elle existe aussi beaucoup. Alors, très concrètement, parce qu'après, il faudrait aller sur beaucoup de choses. Pour prendre l'exemple type laine de bois, laine de roche, alors globalement, ça c'est plutôt apprécié. Simplement parce que la laine de roche à manipuler, c'est quand même assez irritant. C'est pas les mêmes outils pour la couper, donc c'est plutôt plus agréable de travailler la laine de bois que la laine de roche. Après, il faudrait décliner sur énormément de détails, sur de différents autres éléments. Donc, je ne vais pas rentrer sur l'ensemble des points, mais sur cette question précise, c'est plutôt apprécié. Ça fait partie parfois des changements changements de matériaux qui sont plutôt appréciés. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, les aléas. Oui, alors évidemment, là, par définition, et c'est ce que j'évoquais aussi à travers la question des délais, évidemment, un chantier de construction, c'est un chantier qui est continuellement confronté aux aléas, pas seulement climatiques. Il y a des choses qui ne sont pas prévues, des problèmes techniques qui ne sont pas prévus. La terre, elle est comme, parce que la terre, c'est aussi un sujet quand ils construisent. Donc évidemment, il y a beaucoup d'aléas et quand on expérimente de nouvelles techniques, c'est ce que j'expliquais, quand on expérimente de nouvelles techniques de construction, eh bien évidemment, à un moment, l'installation d'une voûte sur un bâtiment,
temps, ça va prendre 3 fois plus de temps que ce qui était prévu. Donc évidemment, il y a énormément d'aléas. Et comme je le disais, c'est des questions qui pèsent beaucoup sur les conducteurs de travaux et sur les chefs de chantier, parce que les délais, c'est un vrai souci. Parce qu'un chantier, en général, il est prévu pour être livré à une certaine date. Et bon, c'est assez courant qu'il y ait du retard, mais voilà, c'est un vrai sujet. Oui, il y a un vrai sujet lié aux aléas et à la prise de retard. Ouais. Ah oui, en agriculture, peut-être que... Alors, je connais moins l'agriculture que les autres secteurs, mais oui, je suppose qu'il peut y avoir plus de segmentation dans des systèmes où finalement l'agriculteur, on lui fournit les intrants, on lui achète les extrants, et finalement il n'est plus qu'un opérateur dans un système totalement intégré. Alors, je connais moins, mais je suppose que oui, vous pouvez arriver à ce résultat-là. Et je pense que ouais, là, on retrouve des situations assez proches de ce que j'ai évoqué. Ouais.